Le 17 août 2006, le complexe pénitentiaire de Sainte-Anne-des-Plaines va bientôt perdre un de ses plus célèbres détenus. C'est un personnage presque mythique qui habitait ici depuis presque 2 ans, Vito Rizzuto. Pendant 25 ans, il a été le chef incontesté de la mafia au Canada. Son empire du crime s'étalait sur 4 continents, mais aujourd'hui, sa chance ne le suit plus. Vito Rizzuto vient de perdre son dernier appel pour éviter son extradition aux États-Unis. La justice américaine va le condamner à 10 ans de prison pour son rôle dans un triple meurtre survenu à New York en 1981. Normalement calme, aujourd'hui il semblait ébranlé et nerveux. Il prétend être le seul à pouvoir maintenir la paix entre les différentes organisations criminelles à Montréal. Aux policiers qui l'escortent, il les met en garde contre les gangs de rue, la force émergente du crime organisé à Montréal. Un jet du FBI attend Rizzuto à l'aéroport Montréal-Trudeau. En voyant l'avion, Rizzuto réalise que cette fois-ci, il n'échappera pas à la justice. Ces photos sont les dernières de Vito Rizzuto au Canada, mais depuis, on en a beaucoup appris sur l'étendue de son empire, une pieuvre alimentée par le crime mais qui étend ses tentacules dans de nombreuses entreprises légitimes. Juin 2010 à Rome. 6 ans après son arrestation, l'ombre de Vito Rizzuto plane dans cette salle de cour où un enquêteur chevronné de la GRC de Montréal témoigne. L'organisation des Rizzuto était une organisation très structurée. Le sergent Laurie McDougall suit à la trace la mafia canadienne depuis des années. On le voit ici dans le procès de Beniamino Zappia, accusé par la justice italienne d'avoir tenté de blanchir 600 millions de dollars à travers plusieurs pays pour le compte du clan des Rizzuto. En 2003, quand on a commencé notre enquête, on a observé une personne qui arrivait de l'Italie. Cette personne est Beniamino Zappia. Le sergent McDougall l'a suivi à au moins 6 reprises à Montréal, notamment au quartier général du clan Rizzuto, le club social Constanza, où la police avait caché des micros et des caméras. Oui, c'est le monsieur assis en arrière à la droite. Il m'a vu dans le corridor ce matin. Quelqu'un m'a identifié pour lui. Non, il m'a vu de nombreuses fois, mais il ne l'a pas réalisé. Je l'ai souvent suivi au Canada. À Rome, le sergent McDougall racontera pendant des heures comment l'organisation Rizzuto est devenue puissante. Tout le monde avait peur des Rizzuto. Tu ne défiais pas l'organisation Rizzuto. Ils étaient trop puissants. La plupart des grosses importations de cocaïne et de hashish des années 80 et 90 étaient destinées à la mafia montréalaise. André Cédillo a suivi le crime organisé à Montréal pendant 20 ans pour le quotidien La Presse. Il vient tout juste de publier un livre sur la mafia montréalaise. Les Rizzuto, ils ont importé le système mafieux italien ici, presque à l'état pur. Ça veut dire quoi? Bien, c'est-à-dire qu'eux autres, c'est les liens du sang qui les unit pour éviter la délation. Eux autres, la fameuse loi de l'Omerta puis les liens familiaux, c'est très important. La mafia n'hésite pas à recourir à la violence et même à tuer pour s'imposer dans le milieu. À Montréal, ses membres disposent d'un arsenal impressionnant, comme le démontrent ces images captées par des caméras cachées de la police dans un garage de la rue Saint-Laurent dans le cadre de l'opération antimafia Colisée. Leurs menaces glacent le sang, comme celle-ci captée au téléphone, des menaces adressées parfois à des hommes d'affaires. Who are you? The guy that's going to make you eat out of a straw for 6 months if you don't go pay him. I beg your pardon? You hear me? I know you have me on tape. Don't worry about it. Just go pay the bill, okay? And I'm not going to come and tell you again. The next time I break your head. Okay? You fucking clown. Don't laugh at me. Aux menaces s'ajoutent les enlèvements comme celui survenu au soir de l'Halloween 2005 d'un proche du clan Rizzuto, Nicolas Varachelli, aux mains d'un groupe rival. Il a été enlevé alors qu'il donnait des bonbons aux enfants. So just be patient with me while you're looking at this cassette. Sur cette cassette saisie par la police, on l'entend supplier ses patrons de la mafia pendant plus d'1 heure de négocier avec son ravisseur pour éviter un carnage. He has all the tools,
and all the manpower and whatever you want to confront anybody. A war. You know the war in Iraq? Just as bad, if not worse. Dans ce même enregistrement, Varakali se dit prêt à mourir pour la cause de ce qu'il appelle des hommes d'honneur. You know what? For me, it's finished. For me, it's finished. And you know what? And if he still lives and he wants to kill me and I'm still alive, let him fucking kill me. Who gives a fuck? Who gives a fuck? I'm ready to die. I'm ready to die for this. Best lawyer in the country over here. Vito Rizzuto a réussi pendant son règne à se rallier tout le milieu criminel, y compris les Hells Angels et le clan Matix. L'aéroport Montréal-Trudeau avait même été infiltré par la mafia. La preuve a révélé que l'organisation avait corrompu une douanière qui travaillait à l'aéroport de Montréal. La douanière a été trouvée coupable de corruption. Mme Cédeno. Mme Cédeno. Nancy, tu es arrêté pour un complot pour importation de stupéfiants, contrebande sur la loi, sur des douanes, okay? Corruption fonctionnaire, abus de confiance, avoir participé aux activités d'une organisation criminelle. Notre Jack sort du véhicule avec son sac, puis il a dans les mains comme des feuilles pliées. Les filatures policières dans l'opération Colisée ont montré Nancy Cédeno en train d'échanger des documents à des trafiquants de drogue. Il s'agissait de formulaires préétampés permettant aux messagers de l'organisation de faire passer de la drogue sans être fouillés à leur sortie de l'aéroport. You know when you come back, okay, they stamp you and they give you a code, right? The custom guy, they give you a code, no? They write a code on your paper, right? I have the paper already, I stamp it myself, and he give me the code, the green light code. Yeah, this time don't worry. Fucking easy, buddy. This is fucking easy, man. Une fois arrêtée, Nancy Cédeno a tout avoué. Mais là, vous me parlez de trafic de drogue, de gang, de... C'est la résultante. C'est la résultante. J'y ai pas pensé. Là, j'ai peur. T'as collé ça dans l'art, ça, l'autre fois. C'est moi qui s'est mis dans l'art. C'est assez évident qu'il y avait un but. C'est moi qui s'est mis dans l'art. C'est pas un ami, ça. L'organisation aussi avait corrompu 12 employés ou ex-employés de l'aéroport. On parle de 7 bagagistes et 5 personnes qui travaillent pour des compagnies de traiteurs qui fournissent les compagnies aériennes. L'opération Colisée a été la plus importante opération anti-mafia au Canada. Grâce aux 1 200 000 conversations téléphoniques que la GRC a enregistrées, les policiers ont constaté que le clan Rizzuto dirigeait une vraie multinationale du crime qui allait bien au-delà du trafic de drogue. En fait, l'organisation criminelle telle que l'opération Colisée l'a révélée fonctionne un peu comme une entreprise légitime, dans le sens où on a au sommet un espèce de conseil d'administration. Le rôle, essentiellement, c'est de régler des conflits qui peuvent surgir au sein même de l'organisation ou avec d'autres organisations. Ils ne se salissent jamais les mains comme tel. Très, très rarement. Écoutez, à un moment donné, on parlait que juste Vito valait 400 millions. Ça, c'est juste Vito. On ne sait pas pour le père, on ne sait pas pour Paolo Randa, Rocco Solicito, Francesco Arcadi, tous ces gens-là. Pour blanchir ces millions, l'organisation des Rizzuto a investi massivement dans l'économie légale, ici et ailleurs, en utilisant des prête-noms. Son incursion dans l'industrie de la construction a été révélée au grand jour par la police italienne, alors que ses membres ont tenté d'obtenir le contrat de construction du pont de Messine, reliant la Sicile au reste de l'Italie, un projet de 7 milliards de dollars. L'homme qui les a aidés est un autre Zappia, Joseph Zappia, un ingénieur impliqué dans le scandale des dépassements de coûts des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Il est depuis retourné vivre à Rome. Bonjour, M. Zappia, on est de Montréal. Est-ce qu'on pourrait vous parler un moment? On a quelques questions à vous poser. Le vieux Joseph Zappia, qui a aujourd'hui 85 ans, a été condamné au printemps dernier par la justice italienne à 3 ans et demi de prison avec sursis dans l'histoire du pont.
L'influence du clan Rizzuto s'étendait jusque dans leur village d'origine, en Sicile, Cattolica Ericlea, où ils contrôlaient par l'entremise d'associés les travaux publics municipaux. La police italienne a effectué l'an dernier dans ce village une série de perquisitions et d'arrestations reliées à des contrats douteux. Mais il n'y a pas que la Sicile. Au Québec aussi, la mafia était très active dans l'industrie de la construction, comme le déclarait à Rome le sergent McDougall. Le club social était le quartier général des hauts gradés de l'organisation Rizzuto. Tout le monde venait s'ils avaient un message ou ils apportaient de l'argent pour la famille. Plusieurs réunions d'importance s'y tenaient quand il y avait des problèmes dans la communauté. Senta, qual erano? Perché dovevano dare, le persone dovevano dare dei soldi alla famiglia? Può spiegare meglio questa esigenza di incontrarsi? Perché dovevano dare dei soldi? Quand il y avait des problèmes avec certains contrats, possiblement des contrats en construction, ils étaient assez influents pour donner des contrats à leurs amis. Cioè era la famiglia di Rizzuto che decideva quali imprese dovevano prendere gli appalti? Exactement, et ils prenaient un pourcentage du contrat. Si je me souviens bien, c'était 5%. C'était la première fois qu'un policier révélait publiquement l'implication des principales têtes dirigeantes de la mafia dans la construction au Québec. Après la pause, le fils de Vito Rizzuto, un joueur important de la construction avant qu'il ne soit assassiné. Nicolas Rizzuto était quasi quotidiennement dans les bureaux de l'entreprise de construction de Tony Maggie. Ici au Québec, on commence à peine à s'intéresser aux liens entre le monde interlope et l'industrie de la construction. Or, nous avons appris que la police était à réinvestiguer la preuve recueillie dans le cadre de l'opération Colisée à la recherche de ces liens. Une piste que nous avons, nous aussi, suivie. Septembre 2005, on inaugure les pavillons de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, les pavillons Jean et Marcel Coutu. Plusieurs compagnies ont participé à leur construction. Parmi celles-ci, la compagnie Lindo de Québec. Lors de la soumission, son président avait reçu un appel mystérieux d'un de ses compétiteurs. Il me dit bon, regarde, c'est une job pour moi, ça. Faudrait que tu te tasses, c'est à mon tour. C'est moi qui vais la faire. Fait que je dis ben non. Je dis c'est une soumission, là. Je dis regarde, moi, je marche pas, je fais pas ça, là. Martin Carrier est catégorique. Cet appel provient du président de BT Céramique, Frank Bruno, un homme qui fait face actuellement à des accusations criminelles pour avoir produit pour près de 5 millions de dollars de fausses factures. Frank Bruno, à qui nous avons parlé au téléphone, nie formellement avoir fait pression sur M. Carrier pour qu'il se retire de l'appel d'offres. Chose certaine, quelques semaines plus tard, après avoir obtenu le contrat en janvier 2005, M. Carrier reçoit un autre appel, cette fois-ci anonyme, d'un individu qui lui fait des menaces. Oui. Oui, M. Carrier. Oui, oui. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal? Oui. Oui. On aimerait ça, tu viens plus ici à faire des travaux. Vous êtes qui? Je sais quel qui je suis. OK? Parce que la prochaine fois, tu ne passeras pas du site. OK? Non, mais monsieur, qui parle, là? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. Sur le coup, j'ai eu peur. Oh, Pour la première fois, M. Carrier accepte de parler publiquement de cette menace. Je suis certain que c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, j'ai porté plainte, mais c'est sûr c'est dangereux. Il ne faut pas se cacher, là. Si personne parle, il ne se passera jamais rien. Ça prend quelqu'un qui dénonce. Si les gens laissent aller et ils se tassent, bien, il ne se passera rien, c'est certain. L'homme à l'origine de la menace contre M. Carrier est un membre influent du clan Rizzuto, un dur de dur, Francesco Del Balso. Il purge actuellement une peine de 15 ans de prison pour une série de crimes, notamment trafic de drogue et gangstérisme. M. Del Balso se situe juste en deçà du conseil d'administration de l'organisation. Donc, ce n'est pas lui qui prend les décisions ultimes, mais il a quand même un pouvoir décisionnel très grand. Radio-Canada a retracé un autre entrepreneur qui dit avoir reçu des menaces de Del Balso lors de l'attribution de contrats dans 2 des 3 stations de métro de Laval inaugurées en 2007. Cet entrepreneur refuse d'être identifié, craignant pour sa sécurité.
D'autres entrepreneurs déclarent avoir été intimidés par des membres du clan Rizzuto. C'est le cas de Paul Sauvé, dont les déclarations ont défrayé la manchette ces derniers mois concernant les contrats de réfection de l'Hôtel de Ville de Montréal et du Parlement d'Ottawa. Nous, on a une déclaration d'un spécialiste de la GRC qui dit que les Rizzuto touchaient 5 de gros contrats de construction. Oui. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. 5 Oui, des chiffres dans cet ordre-là, entre 3 et 5, je vous dirais. Est-ce que vous l'avez vécu, ce 5 On se l'est fait, oui. On nous a demandé de payer ces argents-là. Qui vous a demandé de payer ces argents-là? Le fils. Le fils? Le fils de M. Rizzuto. Nick Rizzuto Jr. est le fils de Vito Rizzuto. Selon des sources policières, il tentait de succéder à son père, emprisonné aux États-Unis, avant d'être froidement abattu en décembre dernier dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Paul Sauvé l'a rencontré à 2 reprises en 2008. Il nous dit que il faut payer. Il faut payer pour avoir la paix. Il faut donner ce fameux 500 000 $-là, que c'est 5 que c'est comme ça que ça fonctionne. Une des 2 rencontres avec Nick Rizzuto Jr. a eu lieu au bureau d'un entrepreneur de l'Est de Montréal. Nous lui avons parlé au téléphone, mais il ne veut pas être nommé. Il tentait de convaincre M. Sauvé de s'entendre avec ses compétiteurs en présence de Rizzuto. Il était tête à tête avec un autre entrepreneur et il a insisté qu'il voulait tout avoir. Et qu'est-ce que j'ai dit comme conseil, c'est que tu laisses aller une et prends une job. Tu parles au gars, c'est ton compétiteur. Pourquoi te battre avec, you know? Pourquoi il faut que tu ailles tout ou rien? Partage. Cet entrepreneur confirme la rencontre avec Nick Rizzuto Jr., mais il nie qu'il ait été question d'une commission versée à la mafia. Est-ce que c'est vrai que Nick Rizzuto Jr. a dit à Paul Sauvé que s'il voulait avoir le contrat à l'Hôtel de Ville, il fallait qu'il lui donne 500 000 $? Je ne peux pas te dire rien de ça parce qu'il faudrait que tu demandes ça à Nick Rizzuto. Okay. Mais vous l'avez pas entendu? Non, pas du tout. Que 5 dans la mafia, dans la construction, vous avez jamais entendu ça? Non. Okay. Est-ce que vous avez payé? Non, pas du tout. D'autres sources nous ont confirmé l'importance de Nick Rizzuto Jr. dans le secteur de la construction. Avant son assassinat en décembre dernier, Nick Rizzuto Jr. était associé dans divers projets à un des dirigeants de FTM Construction, Antonio Maggi, un homme d'affaires dont le nom apparaît dans la preuve de l'opération Colisée. L'écoute électronique révèle qu'en 2005, après avoir été victime d'un enlèvement, Tony Maggi s'est tourné vers le clan Rizzuto pour retracer ses kidnappeurs. Maggi a aussi fait la manchette des faits divers au cours des dernières années. En 2008, il s'est sorti miraculeusement d'une tentative de meurtre. Il fait face actuellement à une accusation de possession d'armes. Nicolas Rizzuto était quasi quotidiennement dans les bureaux de l'entreprise de construction de Tony Maggi. Il n'y avait pas que Nick Rizzuto Jr. Une autre figure dirigeante de la mafia montréalaise, Paolo Renda, était propriétaire de Renda Construction. C'est lui qui a été enlevé en mai dernier dans le nord de la ville et qu'on n'a jamais retrouvé. Paolo Renda a entre autres vendu pour 1,5 million de dollars des terrains à Hydro-Québec, dont une partie qu'il avait acquis de Ville d'Anjou pour une fraction du prix quelques années plus tôt. Plusieurs autres personnes liées à la mafia ont aussi leur entreprise de construction, notamment Rénal Desjardins, proche de longue date du clan Rizzuto, qui s'est recyclé dans la construction après sa sortie de prison. Il travaille actuellement pour le groupe Samara, qui fait de la construction résidentielle. Il était incarcéré pendant 11 ans de temps. Oui. J'essaye de me garder dans l'ombre, puis de faire, autrement dit, un honnête citoyen de moi. Qu'est-ce que j'ai réussi depuis les 5 dernières années, puis j'entends ainsi que ça reste pareil. Mais Rénal Desjardins a côtoyé au moins une personne présente dans la preuve Colisée. Il a travaillé sur un projet de décontamination de la compagnie Carboneutre, dont Domenico Arcuri est le président. La preuve recueillie par les policiers établit clairement que Domenico Arcuri rencontrait régulièrement les dirigeants de la mafia à leur quartier général, notamment Francesco Del Balso, avec qui il œuvrait dans le secteur immobilier. Jocelyn Dupuis, autrefois directeur général de la FTQ Construction, dirigeait en 2008 la société de Domenico Arcuri. Il y travaillait conjointement avec son ami Rénal Desjardins. Je suis en train de monter un projet, autrement dit, à l'international pour des plans de décontamination. À part de ça, ça s'arrête là. OK, vous le faites avec lui? Avec lui et avec d'autres gens. Oui. Avec des ingénieurs, avec des gens du gouvernement, en conjoncture avec d'autres personnes.
L'opération Colisée visait essentiellement les crimes reliés au trafic de drogue, aux jeux illégaux et à l'extorsion de fonds. Or, l'émission Enquête a appris que la police est en train de réanalyser le million de conversations enregistrées à la recherche de liens entre la mafia et l'industrie de la construction. Combien ça coûte? Selon une source que nous avons rencontrée à Montréal et qui a longtemps frayé avec le clan Rizzuto, la mafia touchait beaucoup d'argent d'entrepreneurs en construction. Cette personne, qui refuse d'être identifiée, craignant pour sa sécurité, se rendait régulièrement au Constanza. Cette source confirme le témoignage du sergent McDougall, mais en allant beaucoup plus loin. Elle nous a parlé du versement mensuel de 300 à 500 000 $ par des entrepreneurs ou dirigeants du clan Rizzuto pour leur rôle dans l'organisation de la collusion des contrats publics à Montréal. Que c'étaient les principales têtes dirigeantes du clan qui avaient initié la mise en place de la collusion à Montréal il y a environ 10 ans. Que 14 compagnies y participaient, ce qu'on a appelé les Fabulous 14. Que ces compagnies se séparaient la différence entre le prix demandé lors des appels d'offres et le prix fixé par la collusion. Le grand patron de l'escouade Marteau confirme l'essentiel de ce témoignage, que le Fabulous 14 existe bel et bien dans la région de Montréal, que des gros joueurs de l'industrie en font partie et que des cotes sont payées à la mafia. Notre renseignement tend à démontrer qu'il y a une certaine collusion entre certaines grandes entreprises de construction afin de se partager les contrats. On est à établir le phénomène, quelle est l'ampleur du phénomène. Au niveau de la mafia, on peut être porté à croire qu'il y a des liens entre ces entrepreneurs-là et la mafia. En fouillant dans les documents de l'enquête Colisée, on atteste de l'échange d'argent entre un entrepreneur important de Montréal et Nicolo Rizzuto. On raconte qu'en 2005, dans une scène similaire à celle-ci, Accurcio Ciaccia, qui dirige ATG Pavage, donne à Rizzuto 2 liasses d'argent d'environ un demi-pouce d'épaisseur chacune. Rizzuto met une liasse d'argent dans sa chaussette droite et l'autre dans sa chaussette gauche. Rien dans la preuve Colisée n'établit la raison de cet échange d'argent. L'entrepreneur Accurcio Ciaccia a obtenu pour 22 millions de dollars de contrats de la Ville de Montréal au cours des 3 dernières années. Il a refusé de répondre à nos questions. Can I tell you the dates and maybe we'll... No, I don't. I don't know what you're talking about, you know? Okay. Because I'm busy now, okay? I have to let you go. All right. Okay, bye. Un autre ancien dirigeant d'une compagnie de construction apparaît dans Colisée. Il s'agit de Frank Catania, dont l'entreprise qu'il a fondée est l'une des plus actives dans la région. On a vu Frank Catania dans des documents publics qui étaient présents au Cosenza pendant que Nicolo Rizzuto mettait de l'argent dans ses chaussettes. L'enquête Colisée nous a appris que les 5 principaux dirigeants du clan Rizzuto se sont cotisés en 2005 pour offrir un cadeau à Frank Catania qui partait à la retraite. M. Catania, à qui nous avons parlé au téléphone, prétend que le cadeau qu'il a reçu provenait d'une vingtaine de personnes et qu'il ignorait s'il s'agissait de mafieux. J'ai eu un frigidaire à cigares parce que j'ai un amateur de cigares, puis c'était 20 ou 22 personnes qui m'ont fait ça. On met 100 piastres chaque, 50 piastres, 100 piastres chaque. Au restaurant, là-bas, comme ça. À partir des rares éléments de preuve publics de l'enquête Colisée, Radio-Canada a retracé près d'une vingtaine d'entreprises de construction qui ont des liens avec la mafia. Des entrepreneurs qui, parfois, n'ont pas de passé criminel, mais d'autres impliqués dans des activités illégales, comme le trafiquant de drogue Nello Di Rienzo, lié à la compagnie Pavage Talarita et qui a obtenu des millions en contrats municipaux divers dans la région de Montréal. S'agit-il de la pointe de l'iceberg? La police enquête, mais les preuves restent très difficiles à faire. Habituellement, ces entrepreneurs-là, les entrepreneurs qui sont problématiques, ont tendance à vouloir noyer le poisson avec une multitude de compagnies. Donc, c'est la façon d'éviter qu'on soit capable de remonter jusqu'aux têtes dirigeantes et de bien cibler là, les joueurs les plus importants. En attendant l'aboutissement des enquêtes de Marteau, il est clair que le clan Rizzuto a été affaibli dans ses opérations légales ou illégales par l'opération Colisée. Déjà, il y a 5 ans, les déclarations de Nicolas Varachelli montraient de premiers signes de vulnérabilité du clan. There's nobody that's fucking untouchable. Everybody's touchable. You think you might be untouchable, but I'll tell you something, you're going to have a lot of surprises. Depuis cet avertissement, plusieurs membres du clan ont été assassinés. Des cafés italiens sont régulièrement la cible de cocktails Molotov. Dans la construction, le système mafieux de collusion semble aussi complètement déstabilisé.
On constate en effet que les prix des grands travaux publics depuis les premiers scandales ont diminué de façon marquée, entre autres à Montréal, de plus de 30 %. Ça fait donc beaucoup moins d'argent à distribuer et à dissimuler dans des chaussettes. Après la pause, l'histoire étonnante d'un bâtiment financé par un syndicat de la construction et habité en bonne partie par des proches de la mafia. C'est illégal, c'est pas criminel, mais c'est pas permis par la loi sur les syndicats professionnels. Il n'y a pas que certains entrepreneurs en construction qui frayent avec des proches de la mafia. Depuis longtemps, des liens sont établis entre des syndicats de la construction et le monde interlope. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas qu'ils étaient des voisins. Enquête sur une tour à condo où la proximité entre tout ce beau monde est troublante. Il était une fois dans l'Est, une tour à condo. Une tour de 6 étages financée par l'argent des travailleurs du syndicat des électriciens de la FTQ Construction. Je suis vraiment pas au courant. Oh, on ne rappelle pas de ça, on est au courant de rien. Une tour qui a servi les intérêts de leurs dirigeants syndicaux, de quelques hommes d'affaires de la construction et de personnes proches de la mafia. Une histoire de transactions douteuses. Ils ont eu accès à 4 millions, facile. Et de gens qui trouvent qu'on pose trop de questions. Non, j'ai rien dit dans mon ancienne vie. Bienvenue au 6650 Boulevard Couture. Dans l'est de Montréal, à Saint-Léonard. Discret dans le paysage aux limites d'un secteur industriel. Cet immeuble de 21 condominiums a été construit en 2004 par l'entrepreneur John Pompura. Non, mais vous vous souvenez sûrement qui était à l'origine? Écoute, ça fait longtemps. On veut fermer ce dossier-là. On est plus intéressé à ouvrir des anciennes affaires. Là. Quelques jours avant de démarrer ce projet de condo, John Pompura était vice-président chez Marton, l'entreprise de construction de l'homme d'affaires Tony Accurso. Il a notamment dirigé la construction de la tour FTQ. Il a vendu la moitié des condos à des dirigeants de la FTQ et à leurs familles. Au printemps 2005, le premier condo est acheté par Jocelyn Dupuis, directeur général de la FTQ Construction, et sa fille. Est-ce qu'on se connaît? On a compris. Son frère, Serge Dupuis, lui aussi dirigeant du syndicat, achète un condo au 2e étage. Le trésorier de la FTQ Construction, Eddie Brandone, sa femme, ses 2 filles et son gendre achètent 4 unités. Celui qui est au nom de votre femme? Oui. C'est celle qu'on restait. On l'a vendue, celle-là. C'est celle qu'on a achetée, on l'a vendue. Robert Cordileone travaillait dans le même syndicat qu'Eddie Brandone. On s'est déjà parlé au téléphone? Oui, mais je voulais juste voir... Non, j'ai rien dit dans mon ancienne vie. Non, mais ça ne concerne pas votre ancienne vie tant que ça. Ça concerne les condos et tout ça. Je veux parler de la tour à condo. Non. Tout est enregistré. Tout est en attente. Lui, son frère et sa cousine ont acheté 3 condos au 6650 Boulevard Couture. L'unité 203, acheteur Yves Bourassa, président du syndicat des travailleurs unis du Québec, affilié à la FTQ, mais aussi agent d'immeuble. Vous êtes au courant que la plupart des autres propriétaires de condos, c'est des personnes de la FTQ et de leur famille? Je sais pas, j'ai posé une pas. Pourtant, il travaillait à l'époque au même syndicat qu'Eddie Brandone et Robert Cordileone. En octobre 2006, le promoteur John Pompura vend les 5 derniers condos à la compagnie à numéro de son ex-patron, Tony Accurso. D'autres acheteurs ont attiré notre attention. Entre 2004 et 2010, une dizaine de propriétaires étaient des proches de la mafia. L'unité 402 a été achetée par la femme d'Antonio Pietrantonio, un acteur clé du clan de Vito Rizzuto, condamné pour importation de cocaïne. Il était surnommé Tony Suzuki parce qu'il était propriétaire du concessionnaire Suzuki Ville-Marie. L'appartement d'en haut est vendu à Giuseppe Bertolo, actionnaire d'Énergie Carboneutre, une entreprise de décontamination dirigée par des proches de la mafia et où travaille Jocelyn Dupuis.
Il était le frère de Giovanni Bertolo. Trafiquant de drogue du clan Rizzuto qui a aussi travaillé à la FTQ Construction. Il a été assassiné en 2006. Aux funérailles d'un autre caïd de la mafia, Domenico Macri, on aperçoit Giuseppe Colapelle, qui a été propriétaire du condo 503, et Liborio Mano, le cousin de Vito Rizzuto, dont l'épouse est propriétaire du 104. Pour y voir plus clair, nous avons demandé l'aide de quelques spécialistes, dont Michel Picard, expert en criminalité financière. Les liens nombreux entre les différents individus, ça suggère tout de suite le privilège de favoritisme. Je dirais, faire une image, c'est un condo d'arrangement. Le cœur de cette affaire, c'est que la construction des condos a été financée à 100 % par la FIPO, la Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité. L'argent des travailleurs a ainsi servi à un prêt de 3 750 000 $ au promoteur Gian Pampura. En 2004, la FIPO, c'était le syndicat de Jean Lavallée. Il était aussi président de la FTQ Construction. Est-ce que vous savez à qui ont été vendus les condos? Oh, je ne me rappelle pas de ça. Moi, je ne m'occupais pas de ça. OK. C'était une compagnie à numéro qui aimait ça, là, puis que... aucune idée là, à qui ont été vendus. Que Jocelyn Dupuis, sa fille, en ont un là, vous n'êtes pas au courant? Que Jocelyn Ney ou sa fille, je n'étais pas au courant de ça, si Jocelyn en a là. Et que Eddie Brandoni, sa femme, ses filles en ont aussi, vous le savez pas du tout? Ah, ça, Eddie, peut-être qu'il est au courant de ça, lui. Et que Tony Accurso en a acheté 5, ça, vous n'êtes pas au courant de ça? Lui, il en a acheté 5. Lui, il en avait 5, mais il les a vendus par la suite. À l'époque, Jean Lavallée, c'est le grand ami de Tony Accurso, ex-patron du promoteur Gian Pampura. Les proches collaborateurs de Jean Lavallée à la FTQ Construction sont Jocelyn Dupuis et Eddie Brandoni. Brandoni travaillait dans la même unité syndicale que Cordileone, Bourassa et Giovanni Bertolo. Son frère, Giuseppe, travaille aujourd'hui chez Carboneutre, avec Jocelyn Dupuis et Rénal Desjardins, proche de Vito Rizzuto. Colapelle, Mano, Pietrantonio gravitent aussi autour du clan Rizzuto. Le monde est petit, au 6650 boulevard Couture. Je remercie mon proposeur et je suis très fier de représenter la FTQ Construction. Jean Lavallée soutient que le prêt de 3 750 000 $ remboursé en 2 ans était un excellent placement pour ses membres. C'est ma mission de syndicaliste que les millions qu'on peut avoir, au lieu d'avoir du 1 % à la banque puis du 1,5 comme dans cet principe, que je puisse les placer à des taux du 8, 10, 12, 13 %. La FIPO soutient qu'elle a prêté à 12 % d'intérêt. Mais quel était l'avantage pour Gian Pampura d'emprunter à 12 % quand les banques prêtaient à 4 %? C'est pas normal que des amis vont faire affaire entre eux parce que ça leur coûte plus cher. Au contraire, on fait affaire entre nous parce que ça coûte moins cher. Je veux comprendre pourquoi vous vous êtes financé avec la FIPO. C'est ça que je veux comprendre. Je veux comprendre par quel mécanisme vous vous êtes financé par la FIPO. Pose des questions à FIPO. Il n'y a rien d'illégal dans ça. Qu'est-ce que vous faites au juste? C'est quoi qui n'est pas correct dans ça? Maître François Lompré, spécialiste en droit du travail, a examiné pour nous la loi qui régit les syndicats. C'est illégal, c'est pas criminel, mais c'est pas permis par la loi sur les syndicats professionnels. C'est simplement pas quelque chose qui rentre dans le cadre de la mission d'un syndicat tel que défini par la loi. Le syndicat, en investissant dans des projets immobiliers, il se trouve à devenir quelque part partenaire avec des employeurs de l'industrie de la construction. Et on ne doit pas se mettre dans une situation de conflit d'intérêts. En septembre, lors de l'Assemblée mensuelle du syndicat, nous tentons de rencontrer le nouveau directeur de la FIPO, Arnold Guérin. M. Guérin? Oui. Oui, bien, je vais lui parler. Marie-Maud Denis de Radio-Canada. Oui, j'aimerais lui parler. On va aller à l'extérieur. OK, d'accord. Merci. Après des heures d'attente, nous le voyons s'esquiver. Nous lui avions parlé au téléphone quelques semaines plus tôt. Une tour à condo? Oui. Êtes-vous au courant de ce prêt-là? Non. Non. À quel endroit, ça? À Saint-Léonard. Saint-Léonard? Non, je suis pas au courant. Il est maintenant directeur et secrétaire financier du syndicat. Ça fait juste depuis le mois d'août
quand j'ai pris le poste en la vallée. OK. Je suis pas encore au courant de toutes ces choses-là parce que c'est un petit peu ma faiblesse, là, le côté des finances. Là. Des membres de l'administration du syndicat qui ont approuvé le prêt ne semblent pas trop savoir ce qu'ils ont signé. Est-ce que vous posiez des questions à M. Lavallée sur les prêts? Moi, je prenais pour acquis qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus, je me rappelle pas de ça. Il trouve un condo, puis qui s'est loué, là, je ne même pas, on peut pas savoir rien là-dedans, on n'est pas au courant de rien. En vertu de la loi, les administrateurs d'un organisme ont des obligations. Puis une de ces obligations-là, c'est de ne pas agir comme un simple tampon d'approbation. On est censé, lorsqu'on est membre d'un conseil d'administration, d'un club de quilles comme d'une multinationale, poser des questions et puis s'informer avant de voter. Nous avons questionné les propriétaires du 6650 boulevard Couture sans obtenir beaucoup de réponses. Mais ce que nous avons découvert par la suite soulève encore plus de questions sur ces transactions. Après la pause, des condos à des prix qui défient toute logique. Très, très, très bon deal, un beau cadeau. Là, je veux dire, ils n'ont vraiment pas payé cher. Ça, c'est clair. Notre enquête avait débuté avec une simple adresse, 6650 boulevard Couture, et une piste. Jocelyn Dupuis, ex-directeur général de la FTQ Construction, maintenant accusé de fraude, y possédait un condo. Nous avons ensuite obtenu la liste des entreprises de construction qui ont bâti la tour. Une douzaine d'entre elles ont eu des problèmes avec la justice, dont BT Céramique et Technique Acoustique, accusés aux criminels d'avoir fait des fausses factures. Est-ce que c'est Maître Polizos? Puis, nous avons découvert que la plupart des premières transactions ont été enregistrées par le notaire Nicolas Polizos. Il a fait plusieurs transactions immobilières pour des membres de la mafia. Où on pourrait le trouver? Where could we find him? I don't know, we just went. That's it. OK. But can I leave a message or where can I reach him? Il est présentement radié temporairement de la Chambre des notaires du Québec. Après avoir scruté les noms, nous avons analysé les chiffres. Des condos vendus entre 150 000 et 295 000 $ sont loin de suivre la logique du marché. Pierre Goudreau est évaluateur agréé. On parle d'un petit peu en bas de 100 $ le pied jusqu'à presque 200 $ le pied. Ça fait des écarts assez particuliers. Par exemple, la famille d'Eddie Brandoni n'a payé que 164 000 $ pour des condos de 1500 pieds carrés au dernier étage, normalement les plus chers. Ceux qui ont payé 95 $, 100 $ ont eu un très, très, très bon deal, un beau cadeau. Là. Je veux dire, ils n'ont vraiment pas payé cher. Ça, c'est clair. À l'inverse, Tony Accurso a payé beaucoup plus cher. 295 000 $ pour un condo plus petit à un étage inférieur. Les prix en haut sont généralement plus hauts que les prix en bas dans la majorité des projets. Dans ce cas-là, on n'a pas vu ça, donc c'est un peu bizarre. Ceux qui ont payé moins cher ont donc fait d'énormes profits. En moins de 2 ans, 5 propriétaires ont fait une moyenne de 140 000 $ à la revente de leur condo. C'est pas courant de voir de telles marges de profit dans un projet comme ça c'est clair. Celui qui était trésorier de la FTQ Construction et qui a acheté 4 condos avec sa famille nous dit que l'expérience n'a pas été payante. Pas de profit qui a été fait là. S'il y en a qui l'ont fait, moi, je suis pas ouvert. Pourtant, sa famille immédiate a réalisé un profit total de 270 000 $. Alors que tout le monde a fait des profits, Tony Accurso a perdu 250 000 $ à la revente, soit 50 000 $ en moyenne par condo. 4 de ces unités ont été vendues à la famille Stabilé et à son entreprise Mikasa. La famille Stabilé est aussi propriétaire de Belle Couleur Peinture, une entreprise condamnée pour une importante fraude fiscale en 2005. Je m'intéresse à une tour à condo au 6650 boulevard Couture à Saint-Léonard, où vous avez acheté plusieurs condos avec votre famille. Non. Oui? Non, oui, mais ça, c'est pourquoi je comprends pas. J'aimerais savoir pourquoi M. Accurso vous a vendu 4 condos en bas des prix qu'il les a payés. Oh, OK. Est-ce que c'est une situation que je peux pas répondre des questions à madame parce que... Alors, merci à vous. Bye-bye. Monsieur? Nous étions intrigués puisque les Stabilés ont vite revendu les 4 condos 230 000 $ de plus que ce qu'ils ont payé, soit l'équivalent de ce que Tony Accurso a perdu en leur vendant ces 4 mêmes condos.
Bonjour, Madame. Marie-Monte Denis de Radio-Canada. On s'est parlé plusieurs fois. Ah oui. Oui. Est-ce que M. Stabilé est là? Non. Vous cherchez qui? Alberto Stabilé. Alberto, vous êtes qui? Marie-Monte Denis de Radio-Canada. Mais pouvez-vous organiser un rendez-vous maintenant? Parce qu'on peut jouer à ça pendant très longtemps, Madame. Là, ça fait... Oui, mais maintenant, il est pas. Il a finalement été impossible de le rencontrer. L'avocat de Tony Accurso nous a écrit que son client n'avait aucun lien avec la famille Stabilé. Il soutient que ces 5 condos ont tous été endommagés par les locataires, ce qui explique sa perte de 250 000 $. Il est le seul dans cette situation. D'autres propriétaires ont réussi à obtenir des hypothèques égales ou supérieures au prix d'achat, une pratique étrange. Ce qu'on lit sur le document, est-ce que c'est vrai tout ça? Et là, ce qui est effrayant, c'est que si on doute de la validité des documents, il y a d'autres hypothèses beaucoup plus effrayantes qui s'ajoutent à l'analyse, notamment les fameuses questions de blanchiment d'argent. Une hypothèse impossible à vérifier sans un accès au livre. La nouvelle direction de la FIPO a refusé de nous accorder une entrevue. Elle a également refusé de nous montrer les documents complets du prêt de 3 750 000 $ pour la construction de la tour à condo. Est-ce que les syndiqués ont eu leur juste? Est-ce que vous avez entendu parler de la construction d'une tour à condo à Saint-Léonard? Non. OK. Vous ne saviez pas que la FIPO avait prêté 4 millions pour ça? Non. Et savez-vous que la FIPO a fait des prêts de 4 millions? C'est possible. Puis savez-vous qu'ils ont fait construire une tour à condo avec ça? Non. Puis savez-vous que c'est des dirigeants syndicaux qui ont eu les condos dans cette tour-là? Non, je ne le sais pas. Est-ce que vous avez confiance que votre argent est bien géré? Oui, parce qu'ils m'ont tout le temps placé, puis si je travaille, c'est grâce à la FIPO, là. Et c'est aussi grâce aux syndicats si certains initiés ont pu tirer des avantages personnels. En 2008, la FIPO a prêté presque 7 millions de $ pour d'autres projets immobiliers. Y aurait-il d'autres 6650 boulevard Couture? Qui fera la lumière là-dessus? Bonne question, puisqu'au Québec, aucun organisme ne surveille les finances des syndicats. Nous poursuivrons prochainement notre enquête sur cette question, ainsi que sur l'industrie de la construction en général. La semaine prochaine, à Enquête, pourquoi le Québec accuse un retard dans l'implantation des super infirmières. On le sait qu'en Ontario, les infirmières praticiennes ont donné un bon coup de main au système de la santé. On va commencer par l'oreille. Pourquoi ici, on le fait pas? Le Collège des médecins freine énormément le déploiement. Aussi, des dizaines de surfaces synthétiques font leur apparition au Québec. Financées par les fonds publics, mais pas toujours selon les règles du jeu. Nous procédons à l'ouverture des soumissions pour les travaux de construction et d'éclairage d'un terrain de sport synthétique. Zoom sur le processus d'appel d'offres qui semble parfois entaché d'irrégularité. On fait des belles affaires partout dans les provinces. On arrive dans la nôtre. Il y a un mur, je sais pas. Ils ont décidé de canceller l'appel d'offres pour retourner en soumission, puis là, ils ont mis le nom spécifique du produit dans l'appel d'offres. Moi, ça me choque. Merci d'avoir été là, bonsoir et à la semaine prochaine.